Chapitre 25. Il était presque 20h30 et Élise n'était toujours pas là. Au moment où j'ai voulu lui téléphoner, j'ai constaté qu'elle m'avait laissé un message pour prévenir de son retard. Un parent d'élève voulait à tout prix la voir. Elle s'excusait donc de ne pas pouvoir m'aider à préparer. À peine eus-je écouté le message qu'elle apparut, accompagnée de notre fille. Alice l'avait rejointe à la crèche et elles avaient fait le trajet ensemble. Je n'avais pas vu ma fille depuis presque 2 semaines, et il s'était passé tant de choses depuis. J'avais l'impression qu'un siècle nous séparait. Elle était de plus en plus belle, de cette beauté qui accentue le fait qu'une fille échappe à son père. Je la regardais toujours avec un émerveillement docile. J'étais capable de distinguer du génie dans ses gestes les plus anodins. En la voyant, j'ai repensé à toutes les idées noires qui m'avaient hanté depuis le dimanche précédent. Ce n'était pas possible, je ne pouvais pas mourir. Mes enfants seraient mon antidote. Il était hors de question que je ne sache pas ce qu'ils allaient devenir, et je devais être là pour les protéger bien au-delà de leur majorité. J'ai pris ma fille dans les bras, longuement et fortement, avec une intensité inédite. Elle restait stupéfaite avant de demander: «Mais qu'est-ce qui t'arrive?» «Il m'arrive que je t'aime fort, c'est tout.» Tout le monde me regardait sans rien dire. Alors j'ai annoncé: «Ce soir, c'est couscous.» Quelques minutes plus tard, nous étions autour de la table, plongés sans surprise dans un monologue de mon père. Il avait toujours aimé être au centre des conversations, pimentant ses récits de quelques saillies qu'il jugeait à tort drôlatiques. Mon rapport à lui était plus que compliqué, ce qui est sûrement un pléonasme quand on parle de son père, ou de ses parents finalement. J'alternais sans cesse au point d'avoir le tournis de mon avis, entre des moments où je trouvais qu'il avait du charme, même du charisme, et d'autres où je le jugeais insupportable jusqu'au dégoût. Parfois, ce sentiment était associé à une tierce personne. Je pouvais apprécier mon père, mais dès que quelqu'un disait du bien de lui, j'établissais la longue liste de ses défauts, au premier rang desquels cette façon qu'il avait de me rabaisser en permanence. Pendant des années, j'avais vu une forme de maladresse affective, mais à présent je ne pouvais plus douter de ses attentions. Il ne pouvait jamais s'adresser à moi de manière positive. Il était incapable de vanter quoi que ce soit me concernant. Un exemple, mes enfants. Bien sûr qu'il les aimait. Il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus, mais quand il les évoquait avec moi, c'était systématiquement pour souligner quelque chose qui n'allait pas. «Je ne comprends pas pourquoi tu laisses Alice s'habiller comme ça.» Ou encore: «C'est insupportable, Paul passe son temps à envoyer des messages sur son téléphone.» Je ne les avais jamais entendus dire: «Tes enfants sont formidables.» Car cela serait revenu à me dire que j'avais accompli une belle chose dans ma vie. Mais son sujet d'intérêt principal demeurait évidemment ma vie professionnelle. Depuis que je travaillais dans un cabinet d'architecture, il s'était pris de passion pour ce secteur. Enfin, quand je dis secteur, je parle surtout de nos concurrents. Mon père était sûrement le seul homme au monde à suivre avec autant d'intérêt les succès du principal rival de notre entreprise. Si j'avais fait partie des Beatles, il aurait passé son temps à me parler des Rolling Stones. Il ne manquait jamais de me tenir informé. «C'est quand même dommage que vous n'ayez pas eu le contrat de la faculté de Jesun. C'était un beau chantier.» «Oui, sûrement. Ils font vraiment du beau boulot chez Xenoc Echo. Je suis passé à Chaillot pour voir les travaux d'agrandissement de la nouvelle aile du musée. C'est grandiose. Dommage qu'ils ne travaillent pas pour eux.» C'était tout le problème de mon père. On pouvait avoir l'impression qu'il s'intéressait à mon métier, qu'il avait une façon aimante de suivre la vie de son fils, mais la vérité était tout autre. Il passait son temps à souligner tout ce que nous rations, moi ou ma société. Et au panthéon de son système insidieux, il y avait un projet sur lequel j'avais travaillé 8 ans auparavant. Ce fut probablement le moment le plus difficile de ma vie professionnelle, jusqu'à aujourd'hui. J'avais passé des mois sur un chantier passionnant que notre cabinet avait obtenu en se battant avec panache. Tout s'annonçait merveilleusement bien, jusqu'au jour où l'on apprit qu'une partie du bâtiment appartenait à des ayants droit, ou plus exactement à une seule personne habitant aux États-Unis, un homme richissime qui refusa nos propositions et plongea le projet dans une impasse. Notre service juridique avait commis une erreur impossible à réparer. Des mois de travail réduits à néant. Cela avait été aussi frustrant que ridicule, mais bon, c'était ainsi, il n'y avait rien à faire, la situation était bloquée. Dans la société, plus personne ne parlait de ce ratage. Je devais être le seul à ressasser ce dossier, grâce à mon père qui me demandait systématiquement: «Tu as des nouvelles de l'ayant droit?» «Non.» «Ah, c'est con quand même. Il aurait pu vérifier avant de se laisser comme ça sur ce projet.» «Oui, je sais, tu me l'as déjà dit.» «Ça fait un peu amateur.» Ainsi mon père était l'archiviste de mes échecs. Il me parlait sans cesse des mêmes choses,
chantant les refrains de mes pires moments. Ma femme et ma fille se regardaient alors avec cette façon de ne pas avoir à utiliser de mots pour se comprendre. C'était toujours la même scène. On pouvait économiser l'énergie des explications. Bien sûr, j'entrais dans la connivence des regards, et on pouvait en rire. Ou ne le pouvait-on plus? Élise semblait en avoir marre de cette routine familiale du désaveu. Oui, j'ai perçu ce soir comme un degré supplémentaire de son agacement. On parle souvent de cette goutte d'eau qui fait déborder le vase. Cette goutte peut se matérialiser par une légère modification dans le regard. Ce soir, quelque chose d'infime avait fait basculer son expression de l'autre côté du vase. Elle était passée de la tendre connivence à une sorte de mépris acide. Était-ce possible? Un rien suffit pour délimiter deux mondes, comme si les sentiments les plus opposés étaient simplement séparés par une frontière poreuse, une frontière si facile à franchir. C'était la seconde fois que j'éprouvais cette sensation, après le geste de la fenêtre. Les maladresses de mon père, ou ses malveillances, ça faisait longtemps qu'elles me surprenaient plus. Je les attendais comme un passager attend son train. J'étais assis sur le quai de notre relation, bien certain que j'allais entendre des phrases toutes faites et remplies de leur sève négative. À vrai dire, ce n'était pas tout à fait exact. Si je les attendais, je demeurais toujours un peu surpris. Je devais espérer inconsciemment, ridicule enfant, qu'aujourd'hui serait peut-être différent. On croit étrangement que les choses peuvent changer, alors que nos parents sont des statues émotionnelles. Ma mère non plus ne dérapait pas de son rôle. Comme d'habitude, elle essayait d'arrondir les angles. Il est merveilleux ce couscous. Merci, j'ai pensé que ça serait pratique. Oui, c'est vrai, il est bon, dit Alice, avant d'ajouter une suggestion qui demeura sans réponse. On devrait faire ça plus souvent. Comme souvent dans la famille, qui se voit peu, on en vint à parler des choses générales et de politique. C'était le sujet à éviter, mais rien à faire. Mon père nous plongea dans l'angoisse d'un monde noir et sans avenir. Ma fille le coupa avec humour, ce qui le fit sourire. Il pardonnait tout à sa petite fille, y compris son insolence. Ma mère aussi l'interrompit pour détourner la conversation. Elle nous raconta le projet d'un voyage qu'ils avaient, une croisière en Méditerranée. Oui, enfin, on hésite un peu maintenant, avec tous les accidents, dit mon père. C'est très rare tout de même, dit ma femme, toujours rassurante. Vous avez vu ce connard qui s'est barré de son bateau en laissant les gens mourir? C'est dégueulasse, franchement. Et voilà. On aurait pu évoquer les merveilles de Capri, les côtes croates ou les Stamboldi, mais non. Nous voguions dans un monologue concernant le lâche capitaine d'un paquebot échoué près du rivage italien. Je me demandais pourquoi j'avais organisé ce dîner. Je m'étais senti si mal après mon IRM, j'avais voulu voir mes parents et mes enfants. Mon fils me manquait tellement aussi. J'avais si souvent fait le contraire de ce que j'aurais dû faire. Si souvent manqué de lucidité concernant les décisions à prendre. À chaque fois, il fallait que je commette d'abord l'erreur pour me rendre compte de mon intuition malade. Mais cette fois-ci, j'avais des excuses. J'avais peur de mourir. Devais-je leur dire? Partager mon angoisse? La sécheresse de mon père m'en empêchait. C'était sûrement mieux ainsi. Ce n'était pas mon genre de faire une sorte de coming out de la douleur. Je n'avais jamais eu le sens du drame. J'avais simplement été victime d'une pulsion. Et ce n'était pas si grave que le résultat soit raté. Nous étions ensemble et je pouvais parfois éprouver un plaisir à la folie familiale, comme on s'accoutume aux drogues douces. Je m'accommodais de ce décor car il était celui inchangeable de ma vie. Alors je ne disais rien de ma douleur, hein, comme pour ne pas dégêner la dynamique huilée de notre naufrage. Malgré mon intention de faire bonne figure, vint un moment où je ne pus plus lutter contre l'évidence de ma douleur. Des spasmes nerveux parcouraient d'une manière anarchique mon visage, offrant à mon expression des irruptions subites de grimaces. Les conversations avec mon père, le sempiternel questionnement sur le projet raté, avaient concouru à réveiller nettement les brûlures dans mon dos, si bien que je ne pouvais plus cacher quoi que ce soit. Ça va? Demanda ma mère. Tu es tout blanc. Oui, c'est vrai, qu'est-ce qui se passe? S'inquiéta Alice. C'est encore ton dos? Demanda Élise. J'ai fait un signe de la tête. Ma mère demanda ce que j'avais au dos, et je n'eus pas le temps de répondre que mon père annonça. Moi aussi, ça m'est arrivé. Quand j'avais ton âge, oh, je me souviens des douleurs terribles. C'est vraiment une zone sensible, le dos. Tu dégustes. Mais bon, comme j'avais fait pas mal de natation, j'étais assez développé des dorsaux. Et voilà, il s'était mis à parler de lui.
J'avais trouvé étrange d'apprendre qu'il avait eu mal au dos à mon âge, lui aussi. On se trouvait si rarement des points communs. Enfin, il était peu probable qu'il ait ressenti exactement la même chose. Pour lui, ça devait avoir été un lumbago. Il avait dû me laisser le cancer. Je me suis allongé sur le canapé, accompagné par ma femme. Je croyais que ça allait mieux, dit-elle. Oui, oui, ça va, ça a juste repris comme ça, maintenant. Faut que tu ailles voir un ostéo. Je vais y aller, Édouard m'en a conseillé un. Oui, il faut le faire, tu dis les choses, mais tu ne les fais pas. Je vais y aller. Ma mère nous retrouva. Ça va? Je m'inquiète. Oui, il va bien, répondit Élise. Il a fait des radios, il n'a rien, il va aller voir un ostéo. Ah oui, il faut que tu y ailles, tu n'as vraiment pas l'air bien. Ça va passer, j'ai des cachets, ne t'inquiète pas, maman. Bon, on va vous laisser, il faut que tu te reposes. Je n'ai pas insisté, j'avais trop mal pour continuer à parler. J'ai juste évoqué les douceurs prévues après le couscous, il devait les manger. Avant de monter dans la chambre, je suis allé embrasser mon père. J'ai cru lire dans son regard une sorte de mépris, comme s'il jugeait sévèrement la fin chaotique de ce dîner. Après tout, je l'avais amputé de quelques monologues et de sa probable tirade finale au dessert. Mais non, il se levait pour me dire Oui, va te reposer, mon grand, ça ira mieux demain. Il avait prononcé ces mots avec une grande tendresse, achevant ainsi de me plonger dans la perplexité. Chapitre 26. Intensité de la douleur, 8,5. État d'esprit, au bord du gouffre. Fin du chapitre 26.